Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi qui reconnecte à l'essentiel en éveillant et réveillant des parts insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir dans nos studios un homme entreprenant qui construit des projets et monte des entreprises depuis l'âge de 16 ans. Conférencier passionné, il accompagne des étudiants dans leur entrée sur le marché du travail. Depuis 2016, il élabore une alternative humaine et chaleureuse au modèle classique des maisons de retraite. Il nous fait l'honneur de venir nous présenter son ouvrage « Faut-il du courage pour être soi ?» Question prépondérante de nos jours. Bienvenue Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Bonjour. Alors je montre à l'écran tout de suite pour ceux qui regardent la vidéo le livre qui est magnifique. Merci de venir nous le présenter Paul-Alexis. Alors on va commencer par la question rituelle de notre émission. Quel a été ton plus beau réveil ? Alors j'ai un souvenir qui vient là, qui émerge tout d'un coup. C'est un lever de soleil à Bagan, en Birmanie. Il était 4h du matin, j'étais tout seul sur un site historique où il y avait des milliers de petits temples. C'est un site qui s'étend sur 42 hectares. Wow. Et il y avait l'Irrawaddy, un fleuve qui descend de Chine et qui va se jeter dans le golfe du Bengale, avec quelques nuées de vapeur d'eau et qui slalomait entre les différents temples et les arbres. Et j'étais tout en haut. Alors c'était interdit, normalement je n'avais pas le droit d'y aller, mais j'ai un peu bravé l'interdit. Et je me suis retrouvé tout en haut d'un petit temple pour justement admirer le réveil et le lever du soleil. Et c'est un souvenir qui m'est resté. Et c'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs de voyage d'ailleurs. T'as ressenti quoi à ce moment-là ? Une plénitude entière. Et tout d'un coup est apparu l'ensemble des personnes pour qui j'avais une profonde affection. Et je me les imaginais autour de moi. Et ça a été un moment vraiment exquis et absolument délicieux. On est avec toi, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vertu aux multiples facettes qui est valorisée depuis des siècles, bien entendu, qui est centrale dans notre société. Je pense qu'on a bien fait de te faire venir en studio aujourd'hui parce que le courage, on en a tous besoin en ce moment. Alors c'est quoi le courage, Paul-Alexis ? Alors le courage, c'est totalement protéiforme. Il y a plein de facettes au courage. Mais si on veut essayer de donner une définition primaire, je pense qu'il faut déjà parler du courage pour soi et du courage pour les autres. Il y a un courage qui est transcendantal, c'est celui qui va nous permettre l'éventualité de grandes actions et aussi pour les autres. Et puis il y a un courage pour soi qui est tout aussi important, mais qui n'est pas forcément celui qui va bâtir pour autrui, mais qui va être celui qui peut nous permettre d'affronter la vie, de gagner en estime de soi et de pouvoir réaliser pour soi des grandes actions. Donc il y a un courage qui est peut-être individuel, c'est pas du tout péjoratif, et il y a un courage qui peut être transcendantal, qui peut être celui qu'on peut réaliser, qu'on peut faire émerger, mais aussi pour les autres. Très bien. Alors justement, le titre de ton ouvrage, c'est « Faut-il du courage pour être soi ?» Je te pose la question, être soi, pareil. Je prends vraiment les deux parties de ce titre qui est vraiment très fort. J'ai vraiment eu envie de te recevoir dans l'émission parce que c'est vraiment important d'en avoir pour soi et pour les autres. Mais pour être soi, c'est quoi être soi pour toi ? Alors, qui est entreprenant, ouais. C'est très intéressant d'avoir ta vision des choses. Alors, être soi, c'est extrêmement difficile puisque chaque personne, chaque humain, chaque individu, par essence, a sa propre individualité et donc sa propre façon de ressentir les choses et donc sa propre façon d'être soi. Après, c'est un petit peu comme l'ADN où finalement il y a tout un tas, comme une grande recette de cuisine avec tout un tas d'ingrédients et certains vont plutôt être attirés par tel ou tel ingrédient. Donc, quand bien même pour soi, on aimerait tout, il y a des choses qui nous paraissent plus ou moins importantes. Et je crois qu'être soi, c'est identifier ce qui nous semble être important en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes de morale, en termes d'ambition, en termes d'objectifs, et peut-être de créer la recette de sa vie avec les ingrédients justement qui nous semblent essentiels. Donc je crois qu'être soi, c'est s'écouter. Tout d'abord, c'est justement faire un travail sur soi pour comprendre ce qui nous est important. Et puis ensuite, de créer cette recette dans la vie, cette petite musique qui nous fait danser pour pouvoir vivre pleinement ce que l'on est.
Alors c'est très très intéressant justement, s'écouter, hein, c'est vraiment tout part de soi finalement, c'est ça qui est intéressant. Absolument. On entend vraiment tout ça. Tu commences le livre par la question pourquoi développer son courage. Alors en tant qu'entrepreneur, en tant que conférencier, je pense que tu as quand même pour développer tous ces projets, etc., dû développer ton propre courage. Tu parles de la promotion du courage, savoir vaincre son corps, ses peurs. Alors moi, j'ai envie de parler de savoir vaincre ses peurs, parce que nos auditeurs vont nous dire oui, mais bon, comment on fait avec ce courage? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu mets à un moment donné dans le livre que le courage a un lien de parenté avec la peur, il lui ressemble, entre guillemets. Donc j'ai bien aimé cette phrase. J'aimerais qu'on la développe pour le coup, parce que tu dis dans le livre que notre peur va donc donner forme à notre courage. Et il y a autant de courage que d'individus. Donc on sent voilà, cette multifacette par rapport à l'unicité, à la singularité de chaque personne. Comment ça se fait que le courage est un lien avec la peur ? Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a effectivement autant de courage que d'individus, mais paralogiquement, il y a autant de courage que de peur. C'est-à-dire que comme l'individu est protéiforme et complètement différent de son prochain, toutes les peurs sont individuelles. Certains ont peur de la foule, certains ont peur d'insectes, certains ont peur des autres, certains ont peur de s'engager. Donc il y a énormément de types de peurs et le courage ne sera pas le même. Prendre un exemple très concret, assez simple, mais par exemple la peur du vide. Oui. Quand on est en haut d'une falaise, certains ont peur, d'autres pas. Est-ce que finalement se dépasser et monter jusqu'à un niveau élevé d'altitude alors qu'on a la peur du vide, est-ce que c'est aussi courageux que l'on ait cette peur ou pas ? Et peut-être que l'intensité dans l'engagement que l'on y mettra ne sera pas la même selon qu'on ait peur du vide ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas préjuger du courage des autres tant qu'on ne les connaît pas. Et qui se connaît mieux que soi-même? Donc on ne peut finalement pas préjuger du courage de la société d'autrui tant qu'on ne l'a pas pleinement vécu ou pleinement internalisé. Donc la peur est irrémédiablement associée au courage, puisque c'est la peur qui permet le courage. Est-ce qu'il y a des actions de courage sans peur? Je ne crois pas. Et après, peut-être que pour que le courage devienne cette vertu, il faut qu'elle soit transcendantale et donc qu'elle dépasse la propre personne, la propre individualité. On reprend l'exemple de cette personne qui monte la colline, Oui. même si elle a peur. Finalement, son courage, il est pour lui-même. Très bien, il se dépasse. C'est déjà énorme. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres courages qui permettent de se dépasser pour autrui. Par exemple, quelqu'un qui se jette d'un pont pour aller sauver une personne qui pourrait se noyer. Il se jette malgré sa peur, malgré qu'il ait peut-être la peur du vide, mais l'output, la finalité in fine de son action va être de sauver quelqu'un. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans le courage, puisqu'on ne peut pas préjuger de la peur de chacun. Toutefois, on peut peut-être dresser dans les vertus une sorte de hiérarchie dans l'action qui permet à la fin de dire on s'est vraiment dépassé, parce que se dépasser pour soi-même c'est bien, mais est-ce que c'est peut-être pas forcément individualiste, et peut-être que c'est ce pourquoi on est sur Terre, à contrario de se dépasser pour les autres, et là faire société, créer société, et là on dépasse un peu cette notion de courage pour arriver à une notion vraiment de vertu pure. Oui, je vois très bien. Après, on peut même se poser la question, voilà, quelqu'un qui a peur de monter la montagne du vide et puis qui va quand même y aller, est-ce qu'on est obligé d'y aller? Je pense que non aussi, tu vois. Il y a aussi tout ça, c'est un vrai choix. On a ce libre arbitre justement en nous qui fait que c'est pas parce qu'on a peur, enfin, on a le droit de dépasser cette peur ou d'aller dépasser une autre qui peut-être nous arrangera plus à ce moment-là. Absolument. Et alors là, mais je suis à 100% en accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur cette notion de liberté. C'est-à-dire que peut-être que la pression de la société fait que des gens, justement, qui seraient en bas de la colline diraient « mais il faut y aller, c'est comme ça que les vrais héros font ». Et finalement, si on n'a pas envie d'y aller, est-ce que c'est pas ça aussi en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Absolument. Commençons l'émission. Absolument. Donc tout part de soi quand même. À un moment donné, c'est bien de le faire pour les autres, mais c'est vrai que
je pense que c'est quand même important d'avoir déjà un baromètre interne. Tout à fait. Et c'est nous qui prenons la décision avant de voir ce que les autres voudraient pour nous, peut-être. Complètement, complètement. Exactement. Et sur justement s'écouter, il y a aussi ce principe de locus of control, de lieu de maîtrise. Ce qu'on appelle lieu de maîtrise, c'est est-ce qu'on a un lieu de maîtrise qui est interne ou est-ce qu'on a un lieu de maîtrise qui est externe? Est-ce que lorsqu'on a des actions, on aura tendance à attribuer le succès d'action à des artefacts extérieurs, à des choses qui nous arrivent de l'extérieur, ou au contraire, lorsqu'on a succès dans une action, est-ce qu'on prend aussi le temps de se remercier soi-même et de dire ok, c'est moi qui ai achevé, et donc c'est moi qui ai réussi. C'est un peu cette idée assez simple que j'évoque dans le livre à un moment donné, qui est de dire quelqu'un gagne au loto, la personne qui aura un locus de contrôle interne dira c'est grâce à la martingale incroyable que j'ai réussi à justement gagner le loto. Ouais. Et la personne qui aura un locus de contrôle externe dira c'est grâce à la chance. Ouais. Et je pense qu'analyser son lieu de maîtrise aussi, en préambule pour s'écouter soi-même, permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie et peut-être parfois de se dépasser parce qu'on sait que là on a des lacunes. Effectivement, c'est assez intéressant parce que je pense que du moment qu'on prend quand même un repère pour soi, c'est quand même un baromètre important parce que combien il y a de personnes qui font des choses d'abord pour les autres. Alors, que ce soit externe, c'est une chose, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne s'éloigne pas un petit peu de soi si on fait tout le temps pour les autres? Complètement. Quand même une petite vérification, aller voir si c'est quand même aussi pour soi. Mais exactement, mais c'est essentiel parce que effectivement, est-ce que c'est tout à fait courageux de faire une action que pour soi-même? Est-ce que finalement, c'est pas tout aussi intéressant et peut-être plus courageux de savoir se dire non de temps en temps? Voilà. Et d'accepter ses limites. Et c'est ça qui est très important dans le courage, c'est que le courage, ça permet de se confronter à ses peurs, à la réalité, à l'engagement, à l'action, mais ça permet aussi de se confronter honnêtement à ses limites. Et donc, c'est ce que j'essaye aussi d'apporter dans ce livre, c'est-à-dire on a tous des limites, nous sommes humains. Et c'est Terence qui disait « je suis homme », et donc tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Mais donc on a nos limites humaines, et à un moment donné, les accepter, c'est tout aussi courageux que d'essayer de se dépasser et finalement de se pourrir la santé, par exemple. Carrément d'accord. Pour l'avoir vécu, je peux confirmer. Donc, on est bien d'accord. Alors, ce qui est intéressant également, tu parles d'estime de soi, tu parles de respect. Pareil, j'ai noté une petite phrase, l'éventualité des grandes actions. Donc, tu cites Platon qui recommande un entraînement quotidien au courage. Alors, effectivement, moi, dans un de mes programmes, j'incite les personnes à oser une chose par jour. Donc, je pense qu'on est un petit peu là-dessus. C'est assez intéressant pour s'habituer justement à se dépasser à petite à grande échelle, mais en tout cas, de jouer comme ça avec le dépassement de soi, avec le courage, je pense que la vie est un jeu quand même à un moment donné. Exactement. Et puis alors, moi, je crois qu'on peut s'exercer au courage. Je crois qu'on peut s'exercer au courage et je crois que se mettre en danger, alors tout est relatif dans le mot danger, mais se mettre en danger peut-être une fois par jour en choisissant une action, en disant volontairement je me mets en danger, je vais vaincre une petite phobie, peut-être que effectivement ça nous permettra d'être plus courageux le jour où l'éventualité d'une grande action se présentera et on sera entraîné entre guillemets, un petit peu comme le muscle peut s'entraîner. Peut-être que le courage est aussi un muscle que l'on peut entraîner. Oui, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Et justement, en s'écoutant et en respectant surtout, parce que le respect, t'en parle, bon, on va peut-être pas aborder tous les sujets. Enfin, le livre est vraiment top. Je vous mettrai le lien, bien entendu, en descriptif. Mais le respect, par exemple, le respect de soi, pouvoir s'accepter comme on est et être dans un respect profond de ce qu'on décide pour soi. Tout à l'heure, tu parlais de savoir dire non. Je pense que c'est quand même ultra prépondérant d'apprendre à savoir dire non pour réguler nos limites, justement, parce que effectivement, pareil, j'ai vraiment développé beaucoup de choses là-dessus. Nous avons des limites. On n'est pas nos limites, quoi. À un moment donné, on a vraiment des limites, chacun différentes, comme le courage, comme différentes vertus, etc. Mais comprenons et admettons que nous avons effectivement des limites et savoir dire non, poser un petit peu le cadre qui va évoluer avec nous, je pense concrètement, c'est aussi avoir le courage de se respecter. Tout à fait, et le cadre évolue en même temps que nous évoluons. Et sur le soin, il y a une notion de soin de soi qui est extrêmement importante. Et il y a cette citation de Hans Jonas dans son livre Principe Responsabilité qu'il a sorti dans les années 80. C'est « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine ».
C'est beau. Et c'est ça, c'est que les actions que l'on doit réaliser doivent être compatibles avec notre propre éthique et notre propre morale. Et c'est cette citation, finalement, cette façon de penser qui doit nous inciter parfois à dire non. Est-ce que l'on est en accord avec soi? Et on doit être dans la permanence de l'accord avec soi pour vivre une vie authentiquement humaine dans la durée. Voilà, donc si on veut aller d'une façon un peu plus triviale, qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc il faut ménager son éthique, il faut ménager sa morale, et donc être en accord avec soi pour pouvoir avancer et progresser. Puis dans l'authenticité, là on entend donc le mot authentique, il y a quand même cette vulnérabilité. Pour moi, tu vois, comme le courage a un lien de parenté avec la peur, il lui ressemble. Je trouve que la partie authentique qui aujourd'hui nous est vraiment demandée, de revenir dans cette humanité, cette vulnérabilité, l'authenticité, mais c'est notre humanité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien là aussi avec l'authenticité au niveau du courage? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le courage est une des premières vertus. C'est Aristote qui dit que c'est la première des vertus parce qu'elle permet toutes les autres. C'est une vertu cardinale, elle est pivot. Qu'est-ce que la justice sans le courage? Qu'est-ce que l'honnêteté sans le courage? Le courage donne du panache à toutes nos vertus, et elle est cardinale parce qu'une action sans courage, finalement, peut-être n'est assez peu vertueuse. Après, ça va dépendre. Alors là, il y a débat. Voilà, il y a débat, je suis d'accord. Mais c'est assez intéressant. Mais voilà, je crois que le courage permet, alors tout n'est pas panache, tout n'est pas forcément courage, mais le courage permet peut-être cette petite cerise sur le gâteau qui fait qu'on se regarde et qu'on peut être fier de nous, et justement un moteur supplémentaire pour la suite. Voilà, on sent le dépassement de soi, donc on sent notre zone, qu'on dépasse notre zone de confort et qu'on rentre dans des zones comme ça un petit peu inconnues. Exactement. Qui font l'adrénaline de notre vie. Le pétillant de la vie, le sel de la vie. Voilà. Exactement. Alors, on va poser une question quand même prépondérante que tout le monde se pose. Je pense comment s'y prendre, parce que pour faire un projet de vie devenir meilleur, c'est le titre du chapitre 1. Pourquoi on développe son courage? Comment on s'y prend? Le comment est une question prépondérante, et je pense que le comment a vraiment... tu parlais de pivot tout à l'heure. Je pense qu'on bascule et on arrive à faire pivot justement avec courage. Parce que comment s'y prendre? Je pense que si on y met des doses du courage, ça va être quand même différent suivant chacun pour le coup. Tout à fait. Et alors c'est très très difficile de donner un manuel du courage. Je crois que c'est même voilà, je crois on est d'accord. Je crois que c'est complètement impossible. C'est multifacette. On en parlait en début d'émission. C'est multifacette. Et puis ça dépendra de l'histoire de chacun. Ça dépendra de tout un tas de facteurs. Voilà. Par contre, il y a peut-être des petites briques à poser et qui nous permettent pas forcément d'assurer d'être courageux soi-même, mais peut-être de poser des jalons et une base solide, et notamment quelque chose qui est assez trivial mais qui est très important, c'est on sait que l'habitude nous rend aveugles du quotidien. Est-ce que sortir de nos habitudes, sortir de nos certitudes, parfois ça ne nous fait pas du bien? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de courage pour se confronter à d'autres idéologies, à d'autres spiritualités, à d'autres visions politiques, à d'autres visions sociétales? Est-ce que ça ne nécessite pas de faire un petit pas de côté, de prendre sur soi? Et peut-être que prendre sur soi, c'est déjà le début du courage, pour justement essayer de comprendre en quoi les autres ne sont pas si agressifs, ne sont pas si durs, ne sont pas si, finalement, de façon triviale, méchants. En quoi, justement, on peut, nous, adapter notre façon de penser, parce que peut-être que ça vient de là aussi. Moi, je crois beaucoup à la difficulté de la sédentarité intellectuelle. On sait que la sédentarité a un impact sur la santé. Complètement. Et je crois que la sédentarité intellectuelle peut aussi avoir un impact sur notre façon de voir le monde, sur notre façon de voir les choses, et donc sur l'éventualité d'avoir ou pas du courage. Oui. Donc se remettre en question, ça me paraît essentiel. Aller se confronter à des lectures auxquelles on ne se confronte pas forcément. Pas forcément aller commencer à lire à la recherche du temps perdu tout de suite, mais peut-être aller voir des médias qui ont des idées différentes des nôtres, aller dialoguer avec des personnes qui ont des religions différentes des nôtres, réussir à se mettre en risque et à faire un pas de côté intellectuellement pour sortir de cette sédentarité on change de perspective, c'est ça? Exactement. C'est un peu comme si on ouvrait ses œillères. C'est ça. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant, quoi. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et on peut faire l'analogie avec justement la course et l'équitation. On a au début de course des chevaux qui parfois n'ont pas d'œillères. On leur met après les œillères, on leur met avant en fonction de la façon dont ils vont réagir. Mais je crois que nous, on n'est pas forcément des chevaux. Et donc justement, on a besoin de tirer enseignement de notre environnement. On n'est pas programmé vers une destination.
unique. On n'est pas programmé pour mettre toute notre énergie dans un sens. Enfin, je crois. Après ça, c'est... Je pense que tu as raison, parce que quand tu parles de projet de vie, là, au début de l'ouvrage, un projet de vie pour devenir meilleur, je pense que tout projet, toute création qu'on va aller concrétiser, justement, tu parles de commencer, justement, y aller, quoi. À un moment donné, va évoluer de toute façon sur différentes formes. Le pas de côté va permettre de changer de perspective sur certains plans, donc de le faire évoluer en même temps que nous. Donc c'est ça qui est intéressant. Et complètement. C'est en mouvement, quoi. On sent, tu parlais de sédentarité intellectuelle tout à l'heure. Je pense que voilà, on est vivant, c'est important d'être en mouvement, quoi. Absolument. Et si on veut faire un peu aussi un parallèle avec cette découverte assez récente des neurones miroirs, ce sont des neurones qui se développent en regardant les autres. C'est-à-dire que les autres font des grandes actions, nos propres neurones vont se mettre à travailler comme si nous-mêmes, nous les avions réalisés. Donc c'est assez intéressant. Et contrairement à peut-être une philosophie qui a pu avoir lieu il y a quelques années, où l'enfer c'est les autres, l'homme est un loup pour l'homme, je crois que l'enfer n'est pas les autres. Au contraire, je crois que notre salut vient des autres. Et peut-être que si notre salut vient des autres, alors le salut des autres vient de nous-mêmes. Donc si on est un minimum altruiste, il faut savoir travailler sur soi pour justement pouvoir apporter aux autres. Et c'est ce que Michel Foucault appelle la théorie du soin de soi, qui peut être une des priorités à avoir, notamment si on veut prendre soin de la cité. Qui pourra prendre soin de la cité s'il ne prend pas soin de lui-même? Et ça, c'est Socrate qui le dit. Et je suis assez d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Alors justement, l'altruisme, tu en parles à un moment donné dans le livre. Bon, on ne va pas tout dire, parce que je vous laisserai aller, je vous remontre le livre à l'écran pour ceux qui regardent. Où est la caméra? Hop là! Faut-il donc du courage pour être soi, aux éditions Erol. L'altruisme, on en parle, on n'en parlera pas dans l'émission aujourd'hui, mais je pense que c'est effectivement... ça peut être quand même une essence du courage, parce qu'à un moment donné, je pense que si on n'est pas tourné vers les autres et donc pour soi-même, M', comme j'aime à le dire, par amour pour soi, on va difficilement pouvoir se tourner vers les autres. Et le courage demande justement cette dimension à 360, voire même plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on s'y prend, parce que donc tu dis, il faut commencer, perdurer, ou la théorie du séquençage, la simplicité, et puis tu as l'exercice solitaire aussi qui était super intéressant. Bon, bien sûr, enseignement, formation, je vais passer dessus, mais il y a vraiment une pratique du courage, de la théorie à la pratique, et une pratique raisonnée. Tu dis qu'il faut composer avec la peur. C'est un jeu, c'est quoi? Alors, moi, je vois ça de façon un peu organisée, descartienne, donc très rationnelle, parce que alors tout n'est pas raison, mais il en faut. Mais voilà, et ça peut nous donner au moins une trame. Ouais. Et donc, à un moment donné, Descartes dit il faut parcelliser, il faut découper en autant de parcelles que possible les difficultés pour mieux les résoudre. Et je crois que finalement, le courage et la peur, si on prend du recul et on prend du champ par rapport à un objet qui est le symbole de notre peur, si finalement on analyse et on séquence chaque petit pas, et c'est pareil pour atteindre un objectif. Oui, mais c'est complètement ça. Pouvoir séquencer et faire, essayer de lister, poser, et de se dire que finalement l'action A mènera à l'action B, mènera à l'action C. C'est les marathons. Un plan d'action un peu. Absolument. Et les marathons commencent par un pas. Et donc il y a bien un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et si tout de suite on se dit waouh, j'ai encore une quarantaine de kilomètres devant moi, finalement on peut avoir sur les épaules un poids assez difficile à surmonter. Mais si on se dit finalement la prochaine étape c'est le prochain pas, et ben dans ces cas-là on y arrivera plus facilement. Et donc ce travestissement de la théorie descartienne en théorie du séquençage que j'explique dans le livre, c'est de se dire prenons les objets de notre peur et séquençons-les, divisons-les en autant de parcelles qu'il soit nécessaire de réaliser pour mieux les résoudre. Et je pense que, alors ça marche évidemment pas pour des phobies pathologiques ou ce genre de choses, mais pour atteindre nos objectifs, pour se dépasser, c'est aussi peut-être une première méthode. Moi, c'est exactement ce que j'applique dans mes accompagnements pour les entrepreneurs. Donc, c'est exactement ça. Et après, il y a vraiment aussi les switches à effectuer à chaque fois au niveau de sa façon d'être au fur et à mesure des pas, j'ai envie de dire, ou des actions. Parce que c'est comme on évolue constamment, on va avoir aussi une vision qui va évoluer et une façon d'être,
une posture intérieure différente à chaque moment. Si on continue de prendre l'exemple du marathon, quand on commence le marathon, quand on est au milieu ou à la fin, je sais qu'il y a un moment dans un marathon, bon, pour le coup, moi, ça m'intéresse pas de faire un marathon, hein, je fais d'autres choses, mais il y a un moment où on a vraiment besoin de switcher, de courage, enfin de tenir. Là, je ne sais pas si tu as fait un marathon ou pas, Non. toi, Paul Alexis, mais moi, tous les amis qui en ont fait me disent que c'est vrai qu'il y a toujours le même moment. Là, alors, je crois qu'on est aux 2/3, ou je ne sais plus. Mur, tu sais. ouais. Le mur. Le mur, voilà. Ouais, ce qu'on appelle le Qu'ils mur. l'appellent. Et je pense que dans tout projet, dans toute création, toute action qu'on va faire vers quelque chose de plus grand que nous, parce que finalement, c'est toujours plus grand que nous, on va avoir besoin de toutes ces ressources, mais à un moment donné, on l'entend, hein. Il y a toujours, alors là, j'ai eu tout ça, ou là, il a fallu que je dépasse ça, mais je pensais que j'allais jamais y arriver, ou alors justement, on s'est pris comme un mur, il va falloir trouver une façon de contourner ou de passer. Enfin, je pense que ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé et dans notre vie d'entrepreneur et dans d'autres projets plus personnels. Mais cette théorie du séquençage dont tu parles dans ton livre est très intéressante parce que c'est important de se souvenir de ça, qu'effectivement, c'est Descartes, donc tu nous disais. C'est tout à fait, c'est dans la méthode de Descartes. Et finalement, alors, si on transpose la théorie à la pratique, si on va, par exemple, je suis allé il y a quelques mois dans l'Himalaya, et pour pouvoir monter au sommet, les Sherpas vont en fait de façon horizontale. Donc ils montent pas direct du point A au point B, qui est le point culminant, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Par contre, ils vont de façon verticale, wow, en progressant step by step, quoi. Et finalement, ils se disent, ok, ils regardent le sommet, mais ils se disent pas le but c'est le sommet. Ils savent très bien que si le but c'est le sommet, ils n'y arriveront pas. Par contre, ils vont regarder à la verticale, et ils vont voir le point A, le point B, puis un petit peu plus haut le point C, puis un petit peu plus haut le point D, ce qui leur permet d'atteindre leur objectif. Alors ça va peut-être être plus long, mais au moins ils vont y arriver. Doucement mais sûrement, quand même, non ? Voilà, exactement. Qui va piano Vassano, tout à fait. Et donc finalement, c'est exactement cette théorie purement philosophique, un peu abstraite, ce qu'on appliqué à la réalité. Ils ont séquencé cette montée et j'ai tout de suite, ça m'a beaucoup amusé quand je les ai vus parce que c'était vraiment cette théorie du séquençage qui fait que petit à petit on peut atteindre nos objectifs. Pas besoin de tout de suite viser, mais peut-être et c'est ce que disait aussi le fondateur d'Amazon, c'est si vous pensez que vous allez y arriver demain, vous avez tort. Si vous pensez que vous allez y arriver dans une semaine, vous avez tort. Si vous pensez que vous allez y arriver dans un an, peut-être un peu plus raisonnable. Par contre, si vous pensez que vous allez y arriver dans 10 ans, là vous avez certainement raison. Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, je pense que dans notre société d'ultra-consommation, la société dans laquelle on vit, puis on nous a sûrement fait croire ça aussi, mais le tout de suite, tu sais, effectivement, moi je le vois dans mes accompagnements pour le coup, les personnes se sont souvent découragées parce qu'elles ont été trop vite et à un moment donné, doucement mais sûrement, moi j'arrête pas de le dire, c'est hyper intéressant parce que ça permet, toi tu dis de perdurer, moi je dis souvent de persévérer, d'arriver quand même, t'as un petit mix comme ça de patience et de... Et on y va, tu vois, c'est vraiment intéressant pour arriver justement à l'objectif qu'on s'est fixé. Et souvent, l'objectif qu'on se fixe est encore différent quand on y arrive, quoi. Exactement. Et parfois, c'est Oscar Wilde qui disait il faut viser les étoiles, au pire on décroche la lune. Voilà, c'est une étape sur le chemin des étoiles. Mais c'est vraiment cette vision de se dire... découpons et après j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur l'état d'esprit parce qu'effectivement à chaque séquence correspond un état d'esprit. Si on prend l'entrepreneuriat, le mindset, l'état d'esprit du tueur qui peut-être prévaut au tout début de l'aventure parce qu'il va faire face à énormément de difficultés, aux gens qui diront de toute façon c'est impossible. Ah ben voilà, c'est aussi les autres là. Exactement, et donc ça va être compliqué, tu vas pas y arriver, tu te mets en risque. C'est pour ça qu'il faut t'allumer déjà toi, quoi. C'est toi ça. Déjà, tu ne crois pas 100% pour avoir le courage, après c'est compliqué. Exactement, et donc il y a cet état d'esprit qui sera pas forcément le même quand il faudra gérer un client. Là, si on arrive avec nos sabots de guerriers, de combattants, je suis pas persuadé qu'on arrive à signer un contrat qui sera pas non plus le même lorsqu'on aura nos 10 premiers salariés et qu'il va falloir faire preuve de management, d'empathie, de compréhension. Donc je crois qu'à chaque petite séquence va correspondre à un état d'esprit. J'avais pas fait le lien, mais tu me permets de le faire. Et c'est sans doute ça, une des clés qui nous permettra d'arriver au courage qui peut apporter aux autres. Donc pour moi, le vrai courage qui doit valoir, qui est le courage qui nous transcende, quoi.
Exactement, on est là pour servir, pour contribuer. Vous employez le mot que vous voulez, mais effectivement, c'est quand même le but pour lequel nous sommes ici quand même, de pouvoir, en tant qu'être créateur, créer des choses qui vont pouvoir nous nourrir suffisamment en termes de passion, de tout ça, et aussi nourrir les autres, mais qui est une vraie contribution. Et je pense que c'est comme ça qu'on tient, qu'on perdure. Et la théorie du séquençage dont tu parles est vraiment intéressante, Paul-Alexis, parce que derrière tu parles de la simplicité, de l'exercice solitaire. Je pense qu'effectivement on est seul donc ça je vous laisserai découvrir, on va pas tout vous dire, mais quand même voilà, cette simplicité est intéressante. On va pas trop en dire. Donc en tout cas, tu nous parles de composer avec la peur. Donc là, on a bien compris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce lien de parenté qu'il y a avec le courage. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, pour terminer, on va quand même aborder aussi toute la partie sur les leçons de courage. Alors, je vais les lister, puis on en prendra une pour terminer l'émission. Donc, tu dis soyez endurant. Donc, je pense que ça va bien avec ce qu'on vient de dire. Soyez curieux. Soyez bienveillant, soyez joyeux, analysez votre lieu de maîtrise, soyez rusé, soyez imaginatif, soyez engagé, soyez vous-même et soyez libre. Alors justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est dans ces notions de courage, dans ces leçons de courage, dans ces enseignements. Tout à l'heure, tu parlais d'horizontalité, de verticalité, finalement, pour monter la montagne. Moi, je trouve que justement, toutes ces leçons, ces enseignements dont tu parles, on sent l'horizontalité à des moments, et puis des fois la verticalité où il faut vraiment, on sent la connexion tertielle, là, le truc qui est quand même puissant, parce que pour être soi, comme on disait en début d'émission, je vais quand même faire un petit peu le tour. Faut-il du courage pour être soi? Ça va être important, je pense, de mettre les ingrédients, de remuer, mais tu sais, il y a tout un équilibre à trouver qui, comme on en parlait il y a 2 secondes, va changer en fonction de notre état d'être à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait penser à une phrase, une maxime que j'aime beaucoup, c'est « Je ne connais rien de plus optimiste que la capacité de l'homme à s'élever par un effort constant ». Et l'effort constant, c'est justement cette verticalité que l'on peut trouver dans les différents éléments que tu viens de préciser. Mais pour moi, le seul but qui vaut, c'est peut-être de s'élever par un effort constant. Donc l'effort constant apporte cette élévation très importante, qui peut être aussi protéiforme, intellectuelle, spirituelle, peut-être aussi sentimentale, amicale, et aussi dans le travail. Mais voilà, je ne connais rien de plus optimiste que la capacité de l'homme à s'élever par un effort constant. Et peut-être que, par exemple, on pourrait commencer par, et là c'était Eleanor Roosevelt qui disait, les petites gens parlent des personnes, les gens moyens parlent des dates, et les grands esprits parlent des événements, parlent des idées. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est peut-être qu'on peut arrêter de parler de son prochain, on peut arrêter les petits esprits parlent des gens, on peut arrêter de parler sur personnes, etc. On peut aussi arrêter de parler de dates, de choses peut-être un peu précises qui nous ont, quand on revient chez soi. Mais si on se dit, OK, parlons d'idées. Et là, tout de suite, je crois qu'on pourra aussi s'élever. Voilà. On ouvre un champ, là. On ouvre un champ. On sent que, tu sais, ça, comme les œillères, là, ça fait tac, tac, tac. Exactement. Vous regarderez la vidéo, voilà. Je fais le geste. C'est impossible à expliquer. On enlève nos œillères et on parle d'idées. Et peut-être que ça nous permettra aussi de nous élever. Et oui, parce que là, pour le coup, il n'y a plus de limite. Sinon, on reste bloqué. Exactement. On peut rester bloqué longtemps. Alors, tu t'appuies sur la vie d'innombrables héros de l'histoire et des plus grands penseurs dans cet ouvrage qui décrypte donc la vertu du courage. C'est vraiment une philosophie profondément libératrice qui nous permet alors de devenir meilleurs. Voilà ce que tu nous dis. Je vous laisserai découvrir donc cet ouvrage très très beau de Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Faut-il du courage pour être soi, aux éditions Erol. Je vous mets le lien donc en descriptif comme d'habitude. Dernière question avant de terminer cette émission, Paul-Alexis. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour garder le sourire, pour garder le smile ?
Eh bien, moi, Avec courage. je me presse de rire de tout par peur de m'obliger d'en pleurer. Ça, c'est Beaumarchais dans Figaro. Et je crois qu'on doit s'obliger de rire de tout pour justement éviter de tomber dans le marasme qui peut être ambiant de temps en temps. Et donc, chaque petit fait, chaque petit événement peut être sujet à rire. Et je crois que le premier sujet d'étude, c'est nous-mêmes. Alors, rions de nous-mêmes. C'est très, très beau. Merci beaucoup, Paul-Alexis. Alors, le mot de la fin, je l'ai tiré donc de ce magnifique ouvrage. Je vous lis tout ça. Donc, fermeté, solidité intellectuelle, courage de penser par soi-même. Voilà à quoi nous entraîne notre appétence naturelle de la liberté. Si nous travaillons à réfléchir par nous-mêmes, pour penser librement, nous apprendrons le courage et nous nous y perfectionnerons. On terminera là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Paul-Alexis. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.